Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Beast of Burden des Rolling Stones, c'est le choix musical du soir avec Denis Jacquet. Bonsoir à vous mon cher Denis. Bonsoir Jean-Marie. Pourquoi justement Beast of Burden ? Parce que je veux pas être ta bête de somme en gros. Oui. Et finalement c'est ce qu'on devrait se dire de notre planète un peu tous les jours. On l'a fait beaucoup souffrir. Elle en a marre, elle veut plus être notre Beast of Burden et donc il est temps de la traiter autrement et donc d'investir autrement. Et dans investir des autrement. entreprises qui travaillent autrement, voilà, et qui changent tout. Et qui essaye de faire du bien, notamment à la planète. On en parle, vous l'avez dit, mon cher Denis, avec notre grand témoin, Philippe Zawati. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le fondateur du fonds d'investissement Mirova, ce que Denis Jacquet appelle un fonds à impact. Essayez de me donner une définition en 2 phrases d'un fonds à impact. C'est de l'investissement, c'est-à-dire faire confiance à des entreprises, à des porteurs de projets, mais qui ont pour vocation de faire des projets qui se projettent dans le long terme, qui ont du sens et qui ont un impact environnemental, économique, social positif. Donc ils ne sont pas dans la recherche du profit à court terme et à tout prix. Tout le contraire. Pas à court terme et pas à tout prix. C'est exactement. Ça. Exactement. Denis Jacquet. Philippe, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Alors, c'est vrai qu'entre nous, dans le petit microcosme des entrepreneurs, on croit savoir de quoi on parle quand on parle de fonds impact, mais c'était bien que Jean-Marie pose la question, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Alors, autre question un peu caricaturale, Philippe, c'est normal, mais j'en ai 2. La première, c'est pourquoi est-ce que vous, Philippe, vous avez décidé de faire un fonds impact plutôt qu'un autre fonds classique, où on peut très très bien gagner sa vie et se dire qu'on verra après ? Pourquoi ? Il y a une vocation, il y a un appel, il y a quelque chose, il y a un sentiment d'urgence. Qu'est-ce qui se passe et qu'on fait plutôt ce type de choix-là ? On fait sa crise de la quarantaine, comme tout le monde. Donc c'était il y a longtemps déjà. Ouais. Mais non, mais c'est vrai que la crise financière de 2007-2008 a été un élément déclencheur assez fort. Quand on arrive en 2007-2008, qu'on a travaillé déjà depuis 15-20 ans dans la finance et qu'on se rend compte que tout ce qu'on raconte depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire que les modèles mathématiques vont nous permettre de rendre les marchés plus efficients, plus efficaces, et qu'on se rend compte que tout ça nous mène à un système extrêmement opaque, extrêmement complexe, que plus personne ne comprend, qui est très déconnecté de la vraie vie, alors de ce qu'on appelle, certains appellent l'économie réelle, même si c'est pas le terme que je préfère, mais en tout cas, on se rend compte qu'il y a un peu un dévoiement du métier de financement et d'investisseur. Ce que je disais, c'est faire confiance d'abord, en premier lieu. Et donc voilà, à ce moment-là, et puis des rencontres, et puis peut-être aussi une intuition business. Il faut pas la mettre de côté, une intuition business que c'est quelque chose qui allait se développer et qu'il fallait se positionner là-dessus assez rapidement. Et ça, c'est pas mauvais de le dire non plus. Est-ce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ce créneau, les autres fonds d'investissement comme le vôtre qui s'appelle Mirova, Philippe Zawati ? On est à la fois de plus en plus nombreux, mais surtout, on voit que tous les fonds dits traditionnels, dits classiques, tous les investisseurs dits traditionnels, dits classiques sont en train d'adopter, si ce n'est nos méthodes, si ce n'est notre intention, si ce n'est notre motivation, au moins notre langage. Oui. Et en tout cas, on voit cette terminologie d'investissement responsable, d'intégration ESG, environnement, social et gouvernance, d'ISR, d'investissement socialement responsable, qui se généralise. On entend ça à peu près partout aujourd'hui. Donc vous étiez précurseur en quelque sorte, et aujourd'hui tous les fonds d'investissement vous imitent. Quand je dis vous, c'est vous et ceux qui font la même chose que vous. Exactement. Il y a ce qu'on appelle une généralisation de ce mouvement-là, et avec cette généralisation, évidemment, viennent en parallèle les questions sur est-ce que tout le monde a la même motivation, la même intention derrière, la même sincérité, et donc toutes les questions liées au green, ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire on rappelle d'ailleurs la définition du terme greenwashing. Ça, c'est un terme qui est utilisé notamment par des militants écologistes qui accusent certaines entreprises de, je vais le dire de manière prosaïque, se la jouer écologiste juste pour faire du profit alors qu'ils ne le sont pas. Vous êtes d'accord avec la définition ? Oui, c'est ça, mettre de la peinture verte sur quelque chose qui ne l'est pas forcément. Exactement. Et ça, c'est fréquent ou pas ?
C'est fréquent. C'est pas enfin, il faut faire attention à ce qu'on appelle greenwashing. C'est pas des gens qui sont cyniques forcément et méchants et qui veulent absolument contourner ou faire des mauvaises choses. C'est souvent simplement qu'on fait des choses bien, mais sur une petite partie de ses actifs et qu'on passe beaucoup de temps à en parler, par exemple. Voilà. Ça, c'est une forme de greenwashing, c'est-à-dire que on maximise la communication. Ça ne veut pas forcément dire qu'on fait des choses mal, mais en tout cas pas au degré auquel on peut s'attendre que des grandes institutions le fassent, par exemple. Il ne faut pas que ça devienne l'arbre qui cache la forêt. Philippe Zawati, restez avec nous. Je le rappelle, vous êtes notre grand témoin, fondateur du fonds d'investissement Mirova. Nous sommes en direct jusqu'à 19h30 en compagnie de Denis Jacquet dans les Voix des entrepreneurs. Et on accueille notre premier invité, Geoffroy Malater. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de la société Spareka qui milite en quelque sorte pour la réparation de l'électroménager plutôt que de le jeter. L'économie circulaire en quelque sorte ou même pas, ou pour lutter contre pour lutter justement contre le gaspillage. Alors exactement, nous on fait plus que militer, on accompagne. Ouais. Notre rôle c'est de faire en sorte que les consommateurs puissent allonger la durée de vie de leurs appareils. Et donc on accompagne les consommateurs dans le traitement de leur panne. Et bien souvent ça passe par un diagnostic de panne en ligne, une aide avec des tutoriaux et puis de la vente de pièces détachées lorsqu'ils en ont besoin. Denis ? Alors, bonsoir Geoffroy d'abord et merci d'être là avec nous ce soir. Donc dans SPARE, il y a la notion de pièces détachées qui est la traduction anglaise, enfin j'imagine en tout cas que c'est ça la genèse un petit peu du nom. En fait, on est arrivé dans cette société de la consommation à une équation où finalement le prix de la main d'œuvre et la baisse des produits de l'autre côté fait qu'à un moment donné on s'est dit le truc a 1 an mais tant pis je le jette parce que de toute façon le racheter ça me coûte moins cher que la main d'œuvre. Donc comment est-ce qu'on arrive à casser cette dynamique-là ? Alors c'est très juste ce que vous dites, Denis, parce qu'en fait les études de l'ADEME nous enseignent là-dessus que le prix psychologique de la réparation pour un consommateur est environ de 30% du prix de l'appareil. Donc si vous avez un appareil à 1 000 €, vous êtes prêt à dépenser jusqu'à 300 € de réparation. Par contre, si vous avez un appareil à 150 €, vous dépenserez pas plus de 50 €. Or, évidemment, le coût d'une heure de main d'œuvre, c'est supérieur à ça. C'est 65 €. Donc nous, on répond à cette problématique-là assez simplement. En accompagnant la personne, le propriétaire, à justement réparer lui-même. Alors, ça se fait assez facilement parce que des gens comme Darty, par exemple, nous disent que dans 65% des cas, lorsqu'ils font déplacer un technicien, le technicien repart sans changer de pièce, juste en débouchant quelque chose, faisant un petit réglage. Et donc, du coup, nous, on accompagne le client dans cette étape-là exactement pour qu'il puisse finalement s'affranchir d'une heure de main-d'œuvre, d'une heure de déplacement, donc baisser le coût facial d'une réparation et ainsi accepter de continuer à utiliser son appareil plutôt que d'en racheter un. Donc vous aidez les gens à faire les petits rafistolages qui ne nécessitent pas nécessairement une formation très précise du moment qu'on est guidé, et comme ça au moins ils peuvent se réserver leur argent pour les lourdes réparations. En général, combien de temps pourrait-on garder de plus notre électroménager en France ? Alors, les durées de vie des appareils sont très variables en fonction de la typologie d'appareil. Mais si on prend par exemple un lave-linge, on est sur 8 ans, durée moyenne. Donc la première panne, elle arrive souvent vers 6-7 ans et en fait, cette panne, elle est liée à un organe assez important qui, lorsqu'on change l'organe, en fait, permet de rallonger la durée de vie de l'appareil de au moins 3-4 ans. Donc nous, on table sur, dans le cas de figure où on est sur la première panne, un allongement de la vie quasiment de 50% de l'appareil. Et puis par contre, quand plus en fait on retarde la vie de l'appareil, plus d'autres organes peuvent tomber en panne. Et donc ça diminue. Mais au moins, enfin voilà, nous on est. En tout cas, on les jette beaucoup trop tôt. 50%. Voilà. Et en tout cas, on a tendance en France, vous le confirmez, à les jeter beaucoup trop tôt, à les changer beaucoup trop tôt, nos électroménagers, nos lave-linges, par exemple. Alors l'ADEME nous dit une fois de plus que 50% des appareils qui sont jetés sont réparables. Oui. Donc 50% des déchets électroménagers générés par les Français pourraient disparaître si on les réparait et donc si on regardait un petit peu sous un angle différent cette panne. Et j'avoue en fait que cette panne, elle est aujourd'hui
peut-être, ou en tout cas, on a, pendant plusieurs années, on a été seriné par des grands distributeurs qui voulaient vendre des extensions de garantie, qui nous disaient que réparer c'était vraiment un enfer, ou bien des fabricants qui nous disaient surtout ne mettez pas les mains à l'intérieur, vous allez mourir. Aujourd'hui, on prend conscience que finalement, on est tout à fait capable d'être autonome, indépendant là-dessus, certes être un peu accompagné, et de regarder ce qui se passe et d'accepter la panne pour justement prolonger la durée de vie de l'appareil, ce qu'on fait naturellement avec une voiture. Voilà, par exemple. Philippe Zawati, vous êtes toujours avec nous, fondateur du fonds d'investissement Mirova. Bel exemple d'impact écologique d'une entreprise pour le coup. Tout à fait. L'économie circulaire au sens large, c'est vraiment évidemment une partie clé de cette évolution, de cette transition, hein, ça c'est certain. Hein. Limiter justement le gaspillage et notamment l'amoncellement des déchets qui finissent toujours. Oui, alors ça va plus loin que ça d'ailleurs, l'économie circulaire. Hein. Ouais. On la réduit souvent au recyclage et au gaspillage, qui est un des éléments, c'est la partie en aval. Mais une économie circulaire, c'est une économie qui, dès la conception en fait des objets, prévoit leur recyclage, prévoit aussi une utilisation plus longue, pas d'obsolescence programmée. Donc c'est toute une nouvelle façon de produire et de consommer qui est à mettre en œuvre. Concevoir du solide et qui dure surtout. Bravo à vous en tout cas, Geoffroy Malater. Et merci d'être intervenu dans les voix des entrepreneurs, pardonnez-moi. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la société Spareka, justement. On peut vous retrouver d'ailleurs sur votre site internet spareka.fr si je ne m'abuse. Geoffroy Malater, pour tous ceux qui voudraient se renseigner justement comment je fais, est-ce que je suis vraiment obligé de changer de lave-linge ou est-ce que je peux au contraire le prolonger. Les voix des entrepreneurs, c'est jusqu'à 19h30 sur Sud Radio. Et comme chaque semaine, Denis Jacquet vous propose une entreprise, vous parle d'une entreprise qu'il a envie de soutenir. C'est le coup de pouce de Denis Jacquet. Oscar Power, connectez-vous à l'énergie d'aujourd'hui présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Le coup de pouce de Denis Jacquet. Quelle entreprise avez-vous décidé justement de soutenir aujourd'hui, Denis Jacquet ? Justement, avec le fondateur d'Oscar Power, il a eu la gentillesse de regarder un peu nos émissions et il est tombé sur une des toutes premières, Jean-Marie, qu'on avait eu ensemble, qui est Mobi, qui était cette sorte de booking ou d'expédia pour les personnes à mobilité réduite, mais en trouvant que c'était effectivement d'actualité, parce que on est tous quelque part un peu bloqués dans nos mouvements avec ce confinement. C'est le cas de le dire. Et bien évidemment, on sait que des personnes à mobilité réduite pour qui le voyage et le transport, c'était juste pratiquement une évasion exceptionnelle, sont peut-être encore plus en souffrance que d'autres. Et le fait qu'aujourd'hui, cette société, du coup, on a contacté aujourd'hui, nous dit que son trafic repart légèrement, qu'elle va passer le cap de la crise et qu'elle va pouvoir à nouveau améliorer son service et le rendre à nouveau. Semblait un petit message d'espoir à passer pour cette rubrique aujourd'hui. Et donc, c'est Mobi, cette société lyonnaise qui aide effectivement à trouver un logement adapté aux personnes à mobilité réduite. Eh bien, le soutien de Denis Jacquet à Mobi, c'est passé sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Le coup de pouce de Denis Jacquet. Avec Oscar Power, connectez-vous à l'énergie d'aujourd'hui. Les voix des entrepreneurs sur Sud Radio jusqu'à 19h30. Nous sommes toujours en compagnie évidemment de Denis Jacquet, de notre grand témoin Philippe Zawati, fondateur du fonds d'investissement Mirova. Denis Jacquet. Oui, Philippe. D'ailleurs, je vous ai perdu à l'image. J'en profite pour vous passer un petit message à la régie en même temps. Mais Philippe, parlez-nous un petit peu, justement, on parlait de long terme tout à l'heure. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas familiers de l'investissement, est-ce que je dis des bêtises en disant qu'en moyenne, un fonds classique est plutôt sur du 8 ans et qu'au bout de 6 ans, il commence à réfléchir à sa sortie? Qu'est-ce que vous estimez, vous, être du long terme, même s'il n'y a pas vraiment une réponse, il y en a plusieurs, mais qu'est-ce que ça veut dire s'inscrire plus dans le long terme dans le cadre d'un fonds comme le vôtre? Là, d'abord, les chiffres que vous avez cités sont des chiffres pour du private equity, c'est-à-dire pour de l'investissement en capital dans des PME qui ne sont pas cotées en bourse. Le vrai problème du court-termisme, il est aujourd'hui sur les marchés financiers, sur les entreprises qui sont cotées en bourse, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, où là, en revanche, les durées de détention sont extrêmement courtes. Les opérateurs, quelquefois, agissent sur quelques heures, voire quelques minutes, voire quelques microsecondes. C'est ce qu'on appelle le trading à haute fréquence et où on essaye de faire des gains en très très peu de temps. Donc le long terme pour nous, c'est ça. Surtout, c'est pas seulement une question de durée, c'est une question de compréhension de la stratégie de l'entreprise et d'accompagnement de la stratégie de l'entreprise. C'est ça le long terme. Donc dans le private equity, ça se
ça va consister à accompagner l'entreprise dans sa transformation. Moi, je crois beaucoup. Il y a maintenant des évolutions de la gouvernance des entreprises, notamment l'entreprise à mission, qui est une nouvelle façon de gouverner les entreprises. Et je crois que les investisseurs vont de plus en plus être attentifs à justement cette transformation et accompagner les entreprises dans ces évolutions-là. Voilà. Après, le long terme, c'est aussi prendre en compte les risques à long terme et les grandes évolutions de l'économie à long terme. Ça veut dire prendre en compte les risques environnementaux, le changement climatique, bien entendu, l'ensemble des risques liés à la pollution, à l'environnement, à la chute de la biodiversité. Donc comprendre quels sont les impacts de ces risques-là sur l'entreprise et les impacts de l'entreprise sur ces éléments-là, ce qu'on appelle la double matérialité. Regardez à la fois comment une entreprise, par exemple, est dépendante de la nature et donc va pouvoir avoir son modèle économique être perturbé si la nature fonctionne mal, et inversement, à travers ces pollutions, va pouvoir avoir un impact potentiellement négatif. Donc c'est cette analyse-là, et ça, ce sont des analyses qu'on ne peut pas faire sur des durées courtes. Ça, c'est forcément sur des durées longues qu'on doit appréhender ces évolutions-là. Mais ça revient en tout cas à veiller à ce que l'entreprise qui est soutenue ne scie pas la branche sur laquelle elle est elle-même assise. Alors parlons peut-être un tout petit peu d'argent malgré tout. Philippe Zawati, vous êtes fondateur de ce fonds d'investissement, Mirova. Donc c'est un fonds à impact. Vous veillez justement à ce que les entreprises que vous soutenez fassent du bien, notamment la société, la planète. Est-ce que par moment, indépendamment des créations et des rencontres que vous avez faites, vous vous dites j'aurais pu gagner davantage d'argent si je réfléchissais seulement au court terme et au profit rapide? Sur des très courtes périodes, oui, bien sûr. Mais je pense que cette distinction entre performance, gagner de l'argent d'un côté, et responsabilité est en train de s'atténuer fortement, surtout pour ce qui concerne la transition environnementale. La transition environnementale aujourd'hui, c'est pas seulement de l'éthique ou pas seulement du risque, c'est aussi beaucoup d'opportunités. Vous en avez cité quelques-unes, vous en citez régulièrement des exemples dans cette émission. Il y a énormément. Aujourd'hui, on comprend bien que investir un portefeuille, constituer un portefeuille sur du moyen long terme, sans prendre en compte cette évolution majeure qui est qu'on est dans une transition énergétique, on est dans une transition écologique, qu'il y a énormément d'innovations qui sont en train de se mettre en place sur ces secteurs-là et qu'on peut en profiter aussi en tant qu'investisseur, eh bien, c'est probablement passer à côté aussi d'opportunités importantes. C'est ça, justement, les technologies de demain. On en parle justement avec notre dernier invité, Daphné Gurs. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes à Ring Capital, c'est un autre fonds à impact qui, pour le coup, est soutenu d'ailleurs par Mirova, le fonds d'investissement de notre grand témoin Philippe Zawati. Denis Jacquet. Oui, bonsoir Daphné. Ravi aussi de vous avoir. Mais comme ça, on a un bel équilibre entre nos deux PME, un homme, une femme. C'est un équilibre auquel on tient particulièrement dans cette émission. Alors, en préparant un peu l'émission cet après-midi, je vous ai dit que j'allais vous poser une question. Mais Daphné, qu'est-ce que vous faites de vos journées? C'est quoi de faire ce qu'on a appelé, notamment Emmanuel Macron, en démarrant ça, de la tech for good? Qu'est-ce que c'est que de faire de l'impact? Parce qu'on a posé la question à Philippe. C'est quoi pour vous cette définition, ce qui vous habite et ce qui vous pousse dans cette nouvelle version d'ailleurs de Ring Capital, qui est un nouveau fonds que vous lancez et qui va aller encore plus sur l'impact? C'est quoi? Oui, absolument. Alors peut-être pour remettre un tout petit peu de contexte, on est un fonds de Ring Capital, c'est un fonds d'investissement, donc qui est un fonds de private equity comme le présentait Philippe Zawati, et on a un fonds historique qui investit dans ce qu'on appelle des scale-up technologiques, donc des entreprises qui ont un actif digital ou technologique fort avec un modèle prouvé et une certaine maturité. Et on vient de lancer donc un nouveau véhicule d'investissement qui va servir, à financer et à accompagner les entrepreneurs de la Tech for Good. Et on a la chance notamment d'être accompagné par des investisseurs pionniers sur ces sujets, dont Mirova, qu'on remercie. Et pour répondre plus concrètement à votre question, effectivement, qu'est-ce qu'on appelle la Tech for Good? Nous, on a une définition très simple, qui est de dire que c'est tout ce mouvement d'entrepreneurs qui met la technologie ou le digital au service de la résolution d'un problème social ou d'un problème environnemental majeur, avec où l'innovation est mise au service de la croissance, mais également d'un impact démultiplié grâce à cette innovation.
Et du coup, Daphné, je sais que le fonds est tout neuf, enfin cette nouvelle version de Tech for Good, mais dans vos investissements précédents, vous aviez 2 exemples en tête, parce que c'est bien de donner des exemples concrets à ceux qui nous écoutent aujourd'hui pour dire mais comment, en anglais on dit c'est leverage technology, c'est utiliser la technologie comme levier pour avoir cet impact, mais donnez-nous 2 exemples que vous avez en tête et dans lesquels vous avez travaillé et investi. Bien sûr, alors il y en a beaucoup, parce qu'il y a un vrai mouvement de ces nouveaux entrepreneurs de la Tech for Good. En 2 mots, peut-être une entreprise dont je peux vous parler, c'est Castelli, qui est une entreprise dans laquelle on a investi avec notre fonds historique, qui a été montée par Thibault Lamarque et qui lutte contre la prolifération et la consommation des bouteilles en plastique. Donc ce que fait cette entreprise, c'est qu'ils vendent des solutions aux entreprises, aux hôtels, aux restaurants, des solutions de fontaine à eau innovantes avec beaucoup de services autour pour permettre aux entreprises, aux hôtels, aux restaurants de ne plus consommer de bouteilles en plastique, mais à la place de consommer de l'eau du robinet qui a été gazéifiée, aromatisée, refroidie, chauffée, avec un vrai positionnement premium. Donc ça, c'est une entreprise qui a fait la preuve de l'alliance entre performance et impact. Et une deuxième entreprise intéressante, c'est Phoenix, montée par Jean Moreau, qu'on connaît bien, qui est l'un des mentors de notre nouveau fonds Tech for Good. Jean Moreau a monté Phoenix pour être qui est le chef de file de l'anti-gaspillage alimentaire en France et qui emmène, grâce à une solution technologique et logistique, les acteurs de la grande distribution vers le zéro déchet. Là aussi, c'est une entreprise qui a levé plus de 15 millions d'euros et qui a fait la preuve de l'alliance entre croissance, rentabilité et impact environnemental très fort. Toute la définition du coup et le leitmotiv en quelque sorte des fonds à impact et notamment le vôtre. En tout cas, merci à vous Daphné Gurs d'être intervenue sur Sud Radio dans les voix des entrepreneurs. Je le rappelle, vous êtes à Ring Capital, un seul mot d'ordre d'ailleurs, Tech for Good, justement la technologie pour le bien, si je le traduis correctement, j'espère en tout cas. Merci à vous Philippe Zawati également d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle, vous étiez notre grand témoin, fondateur du fonds d'investissement Mirova. Denis Jacquet, on vous retrouve mercredi prochain de 19h à 19h30 dans les voix des entrepreneurs. Jean-Marie, que Philippe, à ses heures perdues, est également écrivain. Donc, entre écrivain amateur, je voulais le souligner. Ah oui, ça méritait aussi d'être souligné. Merci infiniment, en tout cas, du temps que vous nous avez accordé sur Sud Radio, Philippe Zawati. Et à mercredi prochain, Denis Jacquet. La suite des vraies voix qui font bouger la France, c'est tout de suite. Parlons vrai, toujours sur Sud Radio. C'est avec les entrepreneurs. Et c'est avec Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart.